Le parcours, donc on va redescendre par la D16 et là on va se diriger donc vers Chambois. Alors vous allez voir au fur et à mesure, et c'est là que vous allez vous rendre compte que le champ de bataille est petit et étroit. On va passer dans les différentes positions tenues par les Alliés au fur et à mesure des combats. Donc je vous disais tout à l'heure que la côte 262 Nord, la première DB va pas, la côte 262 Sud, la première DB polonaise ne va pas y prendre pied. Au petit matin du 20 août, quand les Allemands lancent leur offensive donc pour percer la poche, et vous avez une division qui s'appelle la 353e division d'infanterie allemande qui va prendre pied sur cette colline. Et elle va se mettre sur cette colline pour accueillir les unités allemandes en repli. Elle va y rester une bonne partie de la journée. Le 20 août, je vais revenir dessus tout à l'heure, le 20 août vous allez avoir de furieux combats tout au long de la journée sur 262 Nord. Et quand enfin les combats vont un peu se calmer, les troupes polonaises vont envoyer des éléments de reconnaissance sur 262 Sud et ils vont tomber donc sur cette division allemande. Donc le général commandant la division, en voyant arriver sur son travers des éléments polonais, sans trop comprendre la situation, on va se dire qu'il y a peut-être un danger de ce côté-là, et il va faire reculer la division. Ce qui fait que dans la nuit du 20 au 21 août, et aussi la matinée du 20 août, eh bien, il n'y aura personne sur cette colline, les Français ne venant pas s'y installer, les Polonais n'y allant pas pour éviter de trop étaler leur dispositif, et les Allemands l'ayant évacué. Elle va rester dans une espèce de no man's land. Alors tout à l'heure on me parlait de l'officier de la SS, là, Hubert Meyer, que vous avez pu voir pendant le film. Faut savoir qu'Hubert Meyer va sortir à pied de ce côté-ci. L'essentiel des unités allemandes qui vont passer donc entre 262 Sud et 262 Nord vont sortir à pied. Et entre autres, l'état-major de la 12e SS va sortir en empruntant un petit chemin. Je vais vous montrer tout à l'heure où ils montent. Et donc ils vont sortir à pied en gravissant ce talus. Le grand champ que vous voyez sur votre gauche là, ça s'appelle l'Aigrefin. Il a un rôle important pendant la bataille. Je vais vous le remontrer tout à l'heure quand on sera dans la plaine parce qu'il est très visible et très loin. On l'aperçoit de falaise, ce grand champ. Et les pilotes alliés l'utilisaient comme point de repère. Hein. Les chasseurs bombardiers, les pilotes de Typhoon, utilisaient ce champ comme point de repère et généralement faisaient une boucle autour pour pouvoir redescendre dans la plaine et mitrailler leurs objectifs. Ce qui fait que quand vous vous déplacez dans les bois autour de ce secteur-là, vous trouvez plein de douilles d'obus de 20 mm qui ont été tirées par les avions, qui tapissent encore les bois parce qu'à partir de là, ils commencent à ouvrir en rafale sur le feu en rafale, donc sur la plaine. Pour ce qui est de l'aviation, on est en Normandie, donc forcément, le 19 août, qu'est-ce qui se passe? Il pleut, la visibilité est nulle. En plus de ça, à partir de ce moment-là, le champ de bataille est devenu tout petit et très étroit, et donc les pilotes de bombardiers alliés, de chasseurs bombardiers alliés, ont de plus en plus de mal à repérer leurs objectifs au sol, et pour éviter des incidents et des tirs amis, la ligne d'intervention des chasseurs bombardiers va être décalée un peu plus vers l'est. Donc le 19, 20, 21 août, il n'y a pas d'intervention de l'aviation sur le secteur. Il y en a quand même un petit peu parce que dans la journée, et en particulier l'après-midi du 20 août, la situation des Polonais sur 262 Nord est tellement désespérée qu'ils vont demander quand même un appui, un soutien aérien, et donc les avions vont rentrer en action, mais sur une courte période et sur une zone très limitée. Il faut savoir qu'entre le 16 août 1944 et le 18 août, c'est le point culminant des attaques aériennes sur la zone. Hein. Les Polonais ont 72 tués du fait de leur propre aviation. Hein, autant vous dire que les chasseurs bombardiers, les Typhoon, étaient devenus un danger pour les Polonais. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec un servant de pièces de DCA polonais. Il m'expliquait dès qu'ils voyaient un avion, ils ne cherchaient pas à savoir la nationalité, ils ouvraient le feu dessus. Pour vous dire l'ambiance et le point où on en était arrivé. Alors là, on se trouve au niveau des positions tenues par les troupes françaises. Donc vous avez ici le sous-groupement Massu, hein, qui appartient au GTL, au groupement tactique Langlade, qui va prendre position sur ce secteur-là. Donc vous avez vu 262 Sud. Une fois qu'on est arrivé au pied de 262 Sud, on est arrivé dans les positions françaises. Et là, déjà, on arrive dans les positions polonaises. Alors, les positions polonaises, elles sont simples. Sur la route,
Et sur la gauche, le 24e lancier, hein, donc le régiment du grand-père de Joachim. Sur la droite, vous avez le secteur qui était tenu par le 10e PSK, donc l'unité de reconnaissance de la DB. Pour l'anecdote, il faut savoir qu'il y a 2 ans, j'ai eu un fils de vétéran qui venait d'Australie et qui m'expliquait que son père avait combattu sur le secteur, et on avait le nom du blindé. On a retrouvé à peu près à partir de l'escadron l'endroit où il devait être pendant les 2 jours. Le char de son père a été endommagé et on a retrouvé exactement l'endroit où ça devait être. Alors je l'ai amené, vous imaginez, venant d'Australie, se retrouver quasiment à 100 mètres près de l'endroit où était son père 60 ans plus tôt. C'était vraiment le grand moment émotion. Là où vous avez les maisons, les Polonais qui ont été tués au combat vont être enterrés sur place. Hein. Vous allez avoir 3 cimetières temporaires exactement qui vont être faits, 2 à Chambois et 1 au manoir de Boisgeau. Et là, juste sur votre droite, se trouvait un des cimetières temporaires. En 1947, quand le cimetière d'Urville-Langanerie, que vous avez été voir hier, va être créé, eh bien les corps qui étaient ici ont été transférés vers le cimetière d'Urville. Voilà, donc on arrive à Chambois. Donc là, on est en plein dans les positions polonaises. La localité était tenue par le 10e Dragon, c'est-à-dire l'infanterie autoportée, hein, qui s'était répartie dans les maisons. Et on va passer après la route de Gassé, donc juste après le donjon, et on va arriver dans la zone américaine. C'est ici que la poche symboliquement est fermée le 19 août à 19 h. La fermeture de cette poche a lieu avec la rencontre entre les troupes polonaises et les troupes américaines. L'officier qui commandait le détachement polonais, qui s'appelait Major Zgorlecki, et un officier commandant la compagnie E du 359e régiment d'infanterie de la 90e, qui s'appelait le capitaine Waters. Waters en donne une description assez étonnante. Le capitaine Waters, c'est un jeune officier, il avait peur, ça tirait de tous les côtés, donc il avançait, il progressait en rampant. Et en arrivant à proximité de la route, il aperçoit au milieu de la route, debout, sans se soucier des balles qui filaient de tous les côtés, un officier polonais. Alors Waters se dit bon, je suis ridicule, il se relève malgré sa peur et s'avance donc de l'officier polonais, donc direction Argentoire, hein, par là. Il se dirige donc vers l'officier polonais, et il se salue, et là le major Zgorlecki, qui connaissait bien l'histoire, lui fait remarquer que c'est la première fois que des troupes américaines et des troupes polonaises se rencontrent sur un champ de bataille. Ils vont échanger leur nom sur un morceau de papier, se serrer la main. Symboliquement, à ce moment-là, la poche de Falaise est fermée. Symboliquement seulement, parce que en vérité, on est le 19 août, la zone arrière n'est pas encore vraiment tenue, et finalement, les Allemands, dans la nuit du 19 au 20, vont lancer leur offensive, ce qui va leur permettre, comme ça, d'exfiltrer près de 50 000 hommes de la poche de Falaise. Il faudra attendre, on va aller au deuxième endroit où la poche s'est refermée, ce coup-ci totalement, le 21 août à midi, avec la rencontre entre les troupes canadiennes et polonaises, pour que la poche soit définitivement et totalement fermée. Enfin, quoi qu'il arrive, vous voyez, à chaque fois, c'est des Polonais qui ferment la poche. Alors les Américains revendiquent la fermeture, les Canadiens aussi. En tous les cas, les Polonais, il n'y a aucun doute, ils la ferment symboliquement et physiquement. Voilà, alors là, on vient de passer, vous voyez, on vient de sortir de Chambois, on est en train de franchir une ligne de crête. Donc grosso modo, derrière nous, les troupes alliées avec entre autres les Américains. Et là, on est en train de descendre dans le versant qui était tenu par les Allemands. Quasiment tout le long de la bataille, cette zone-là va être tenue par les Allemands. Alors, vous voyez, c'est vraiment très court, on voit le donjon de Chambois derrière. Ils avaient renforcé leur dispositif avec quelques blindés. Et entre autres, vous avez le char de Monsieur Fonck qui se trouvait non loin, ici. On appelle ça le stand de tir. Monsieur Fonck a été cantonné pendant quelques temps sur ce secteur-là. Les unités allemandes, je vous disais, grosso modo, faut attendre le 20 août pour qu'elles rentrent vraiment en mouvement. Le 19 août, l'essentiel des unités allemandes sont dans l'attente. Ils se sont mis en hérisson défensif, si vous voulez, pendant qu'on fait sortir les unités qui ne sont pas utiles. Mais autrement, ils sont tout autour de la poche et ils s'appuient sur la ligne de crête avec les bois. Bon, pourquoi les bois? Ils n'ont pas la maîtrise aérienne, les Allemands, et en permanence, ils se prennent des attaques de chasseurs bombardiers. Donc, en se mettant à l'abri à l'intérieur des bois, bien sûr, ils limitent l'intervention et l'action des chasseurs bombardiers. Quand le 19 août, dans la soirée,
10h, 22h très précisément, suivant le plan Mendel-Hauser, les Allemands lancent leur offensive. Les unités allemandes vont sortir de ces bois pour pouvoir se diriger d'abord vers les points de passage sur la Dive encore disponibles, c'est-à-dire le Gué-de-Moissy et les ponts de Saint-Lambert, et puis ensuite filer donc jusqu'à 262 Nord pour essayer de bousculer les positions polonaises et sortir par cette ultime voie de sortie qui est encore visible sur le champ de bataille. Le 20 août au matin, les unités allemandes, bien sûr, font mouvement. Il y a 6 divisions d'infanterie, 3 ou 4 divisions blindées. Tout ce monde-là, ils peuvent plus profiter de la nuit pour faire leur déplacement. Il va falloir qu'ils se déplacent en plein jour. Et déjà à l'époque, cette zone-là était majoritairement une zone en culture. Donc grosso modo, quand les unités allemandes se sont avancées ici à découvert, aussitôt bien sûr l'artillerie alliée s'est déchaînée sur eux et ça a entraîné énormément de pertes au sein des unités allemandes. J'ai eu il y a quelques années un vétéran allemand qui arrive, il appartenait à une division, la 277e division d'infanterie allemande. Et ce monsieur m'explique que, le matin du 20 août, il a fait comme tout le monde, il a suivi le mouvement et il est sorti des bois. Il dit dans un premier temps, ça s'est plutôt pas mal passé. Enfin, d'abord il m'a dit on a essayé de faire mouvement dans la nuit. Impossible. Il y avait tellement d'épaves qui encombraient le champ de bataille, on n'arrêtait pas de rentrer dedans. Et finalement, l'officier a décidé ça va être à droite au prochain carrefour, a décidé d'attendre le lever du jour pour pouvoir se déplacer plus facilement. Le jour se lève, il y a de la brume, donc c'est pratique parce que les alliés ne peuvent pas les repérer, ils commencent à s'avancer sans trop de difficultés à travers la plaine. Et puis, au fur et à mesure qu'ils se rapprochaient de la Dive, le brouillard s'est levé, et là l'artillerie alliée a commencé à se déchaîner et à entraîner des pertes terrifiantes au niveau des unités allemandes. La route qui est juste derrière nous, là, c'est la route de Sainte-Eugénie. D'après des témoins oculaires, il y avait près de 300 chevaux de tués rien que sur ce petit tronçon de route. Hein. Ça vous donne une idée un petit peu du carnage qui a eu lieu sur place. Donc je continue l'histoire de mon vétéran allemand. Il m'explique que le véhicule avance à découvert au milieu des tirs d'artillerie, et au bout d'un moment, le véhicule est endommagé, ils sont obligés de stopper leur marche. Ils descendent, ils commencent à courir vers un autre engin pour pouvoir pour monter dessus et pouvoir sortir, et à ce moment-là, ils se font percuter par encore un autre véhicule. Le vétéran allemand dont je vous parle se retrouve la jambe coincée entre les deux engins, et finalement il était blessé. Il se dit bon pour moi c'est foutu, ce que je vais faire c'est que je vais retourner en arrière, me mettre à l'abri dans les bois. Ce qu'il fait avec un petit groupe de camarades qui décident de l'emporter. Ils se retrouvent dans les bois et ils se disent on va attendre que la tempête passe. Et là un officier de la SS arrive, arme au poing, il les menace et il leur demande de reprendre le combat. Il me dit là on en a vraiment marre, il y a un de mes camarades qui a pris un fusil, qui a abattu l'officier SS. À partir de ce moment-là, il était hors de question de rester sur place, il fallait se rendre aux Américains. Donc ils ont commencé à se diriger vers ce qu'ils pensaient être les positions américaines. Effectivement, ils sont tombés sur un groupe de soldats américains qui avaient lâché leurs armes, qui étaient en train de manger. Alors comme il me dit, on avait l'armement, la mitrailleuse, les bandes de cartouches et tout. Aussitôt les Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont levé les bras. Donc nous on a jeté les armes à leurs pieds, ils ont compris que c'était nous qui voulions nous rendre, ils nous ont mis en joue. Donc ce monsieur-là est parti aux États-Unis pendant quelques années prisonnier. Les Américains, qui avaient besoin d'architectes pour l'Allemagne, pour la reconstruction, lui ont payé une formation d'architecte. En échange, il a fallu qu'il reste quelques temps aux États-Unis pour travailler pour le gouvernement américain pour rembourser sa formation. Et il a été renvoyé en Allemagne où il a aidé à la reconstruction de l'Allemagne. C'est comme ça après qu'il est venu en visite au Mémorial. Donc faut imaginer toute la zone avec des véhicules détruits. Je vous parlais tout à l'heure qu'on avait enterré au bulldozer. Alors les bulldozers, les fosses n'ont pas été fabriquées, on utilisait les creux dans les terrains. Il se trouve qu'ici on est en train de passer à côté d'une décharge, une carrière, une ancienne carrière qui va servir de décharge. Donc juste après les combats, on va bousculer au bulldozer dans cette décharge des hommes, des chevaux, et puis même après la guerre, quand il y avait des travaux sur le secteur, on allait jeter les tas de terre dans cette décharge. Jusque dans les années 80, j'allais régulièrement dans cette décharge parce qu'on y trouvait toujours un peu de matériel militaire, et j'allais toujours fureter, jeter un coup d'œil, et on y voyait régulièrement des ossements humains, des côtes, des phalanges de doigts, et il y en a encore toujours à l'intérieur de cette décharge. Donc le problème c'est qu'on peut pas, toute la zone n'a pas pu être entièrement nettoyée.
Voilà, donc là on va arriver à Tournai-sur-Dives. Alors Tournai-sur-Dives, pour les Allemands, il a une grande importance parce que grosso modo, quand vous descendez de la forêt de Gouferne ou du bois du Feuillet, qui se trouve un peu plus vers le nord, pour pouvoir sortir et franchir la Dive, donc sur ces rares points de passage à Saint-Lambert et au Gué-de-Moissy, vous n'avez pas le choix. Faut que vous passiez par Tournai-sur-Dives. Donc ça va être, si vous voulez, le carrefour le plus important pour les troupes allemandes. Et les troupes allemandes, quand elles avaient traversé les zones à découvert, eh bien elles seraient organisées à l'abri des murs du village. Donc Tournai-sur-Dives va subir tout au long de la bataille une avalanche de tirs d'artillerie. Alors c'est ce que je vous ai expliqué ce matin, hein, essentiellement du fusan, de l'obus qui éclate en l'air, ce qui explique pourquoi malgré tout on voit encore beaucoup de maisons anciennes dans Tournai, le village n'a pas été rasé. Malgré tout, il faut imaginer que ici, dans chaque rue, chaque maison, il y avait son lot de cadavres de soldats allemands. Donc là, à gauche. Alors, dans Tournai-sur-Dives, comme dans toutes les communes de la poche de Falaise, il y avait énormément de réfugiés civils. Alors, il y avait les habitants de la commune, mais aussi tous ces réfugiés civils qui étaient accumulés dans la commune, qui étaient venus, pour certains, depuis le mois de juin, et qui, bien sûr, vont se retrouver un peu otages des combats. Parmi ces civils, vous en avez un qui est très connu et très prestigieux, c'est l'Abellonais. L'Abellonais, c'était le curé de Tournai-sur-Dives. Il va avoir un rôle important parce que c'est lui qui va, un peu malgré lui, obtenir la reddition des troupes allemandes dans la poche de Falaise et grosso modo la fin des combats. Donc là ça va être à droite, oui à droite. Donc vous avez ici un Smichnier qui est un Smichnier américain. En vérité c'est pour symboliser l'action de l'Abellonais. En vérité lui il va utiliser un Smichnier allemand. On va se rapprocher de... À la limite, je me demande, on a le temps, on va s'arrêter. Ah ouais, on va s'arrêter. On s'arrête sur le parking ici. Voilà, donc on s'arrête à Tournai-sur-Dives. Et je vais pouvoir vous montrer comme ça la fameuse cour de la reddition.